Ingrid Mars également, directrice du service régional Hauts-de-France à FM Téléthon. Élise Agbolo, chef de service plateforme de services coordonnés de Croisille. Installez-vous. Et bien sûr, donc, notre grand témoin. Installez-vous. Parfait. Alors oui, et bien voilà, le fauteuil est là. Je vais vous l'installer. On va rapprocher, voilà. Hop là. Troisième table ronde, la thématique, le médico-social dans la ville. Narette, débutons par la présentation du DEA. Qu'est-ce que ce dispositif en quelques mots ? Bonjour à tous. Donc, le dispositif emploi accompagné, c'est un dispositif national. Donc, il est déployé sur la région Hauts-de-France. Vous allez retrouver une plateforme emploi accompagné dans chaque département. Moi, je coordonne la plateforme du Pas-de-Calais. Et donc, c'est un dispositif qui s'adresse aux personnes en situation de handicap avec une reconnaissance de travailleurs handicapés âgés de 16 ans et plus et qui souhaitent s'orienter vers le milieu ordinaire de travail, donc avec un projet professionnel d'emploi et de maintien dans l'emploi dans le milieu ordinaire. Voilà, on insiste bien là, c'est l'idée de se maintenir. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc, on peut avoir des personnes qui vont avoir un projet d'accéder à l'emploi. Oui. On va les accompagner dans la réalisation de ce projet professionnel et des personnes qui vont accéder à l'emploi et on va les accompagner au sein même de l'entreprise pour pouvoir se maintenir dans l'emploi par le biais donc d'interventions in situ au sein des entreprises. Christine Trept a employé ce mot, le fait de s'adapter, l'adaptation. C'est tout l'enjeu de ce dispositif ? Oui, énormément. On va s'adapter au handicap de la personne, on va s'appuyer sur ses compétences. L'emploi accompagné s'appuie sur une méthodologie qui vient changer le paradigme de l'accompagnement. Donc, on est sur le place and train, donc le placer et former. Donc, on va placer les personnes en entreprise, évaluer, analyser et ensuite éventuellement les former. Donc, on est plus sur un accompagnement basé sur la formation pour répondre à des besoins en termes de compétences, mais on va s'appuyer sur les compétences de la personne et voir s'il y a besoin ou pas d'une formation qui peut être dispensée par l'entreprise. Exactement. Ouais, voilà. Là, vous l'avez très bien dit, il y a un changement de paradigme. On n'est plus en train de regarder le parcours, les ressources, les aptitudes. Avant de placer la personne, on la place et on s'adapte à elle. Tout à fait. Puis, on est sur le pouvoir d'agir de la personne, bien évidemment. On ne va rien faire sans l'accord de la personne accompagnée et on va aller, dans le cadre du maintien dans l'emploi, dans l'entreprise, sensibiliser et acculturer donc, le collectif de travail, l'écosystème au handicap de la personne, du salarié, quel impact il va y avoir au sein du collectif et de trouver des méthodes d'adaptation par rapport au poste pour favoriser son maintien. Et ce qui est intéressant dans l'emploi accompagné, donc on a un volume d'accompagnement qui est très restreint par référent, 21 personnes, en tout cas pour le Pas-de-Calais, une durée d'accompagnement qui n'est pas limitée dans le temps, donc on peut les accompagner 1 an, 2 ans, 3 ans, au-delà même. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le dispositif, à la création du dispositif et qui sont toujours accompagnées parce qu'elles ont un besoin dans le cadre de leur maintien à l'emploi. Et puis, on teste, on innove, on a le droit, on se dit, on a le droit à l'erreur, donc on va chercher des solutions parfois qui n'existent pas par rapport à l'adaptation au poste. Je parle vraiment d'adaptation et pas de compensation, qui est plus de l'ordre de notre partenaire Cap Emploi et de la GFIP. Nous, on va être vraiment de se dire, il y a des consignes de travail qui sont compliquées pour la personne à comprendre parce qu'elle peut être dyslexique ou illettrée, ça peut être le cas, mais comme on est sur du handicap invisible en termes de public cible, en tout cas du dispositif, donc le trouble cognitif, le trouble psychique, autisme, etc., on va vraiment aller sur ce qui va favoriser l'inclusion et le maintien de la personne par des solutions qui parfois n'existent pas. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, mais on s'autorise ce droit à l'erreur de tester et éventuellement d'innover en lien avec l'entreprise. Très bien, le test and learn, exactement. Tout à fait. Ouais. Et alors, des exemples qui fonctionnent un peu, des méthodes un peu courues. Cécilia nous parlait tout à l'heure de son code couleur. Vous avez ça aussi On a le code couleur par rapport à tout ce qui est planning, horaire. Donc, c'est des choses qui vont fonctionner
par rapport à certains publics, pas pour tous. On a également donc reformulé des consignes parfois de manière plus simple, une seule phrase. Pour certaines personnes qui ont des problèmes de lecture, donc on va indiquer à l'employeur de favoriser l'oral. Elles ont une mémoire auditive beaucoup plus, je dirais, développée. Et du coup, ça va faciliter l'intégration. On va utiliser également des images, parfois, pour pouvoir expliquer une consigne. Alors, le DEA, il a été mis en place à quelle époque, je crois? Alors, au niveau du Pas-de-Calais, il a été mis en place fin 2019, début 2020, en pleine période de Covid. Donc, nos interventions, elles ont été relativement limitées. 2022, ça a été une année relativement forte en termes d'accompagnement du public. Et 2023, une année vraiment pleine où beaucoup de choses ont été faites dans le cadre du dispositif. Alors, quels résultats? Donnez-nous quelques chiffres. Alors sur 2023, c'est un peu plus de 210 personnes accompagnées donc, vers l'emploi et dans l'emploi. Dans l'emploi, on est sur un ratio quasiment de 50%, donc en situation d'emploi et accompagnées dans l'emploi, donc une centaine de personnes. Et puis nos participations sur des événementiels justement pour sensibiliser les publics, mais sur un dispositif qu'ils ne connaissent pas forcément, mais également les entreprises sur notre possibilité d'intervenir à tout moment. Justement, le fait d'avoir un volume réduit d'accompagnement nous permet d'intervenir très rapidement et de nous adapter. J'ai des collègues qui se déplacent à 6 heures du matin et sont en poste avec les salariés pour pouvoir analyser, évaluer et proposer justement une solution par la suite jusqu'à très tard le soir. Donc, c'est une de nos plus-values par rapport au dispositif. Vous êtes une équipe de combien de référents ? Alors, à ce jour, on est une équipe de 10 référents sur le Pas-de-Calais. Et on a commencé au départ avec un équivalent de 1,5 équivalent temps plein, représentant 2-3 personnes. Aujourd'hui, c'est 10 personnes, 10 référents à temps plein. Quels sont vos partenaires? Vous aimez, vous travaillez en partenariat, c'est l'ensemble qui compte. Tout à fait. L'emploi accompagné, c'est un accompagnement, un double accompagnement, un accompagnement vers l'emploi et un accompagnement médico-social. Donc on va développer le partenariat local. Donc on travaille bien évidemment avec les institutions, France Travail, Cap Emploi, Mission Locale, la MDPH, mais sur les autres volets liés au médico-social, on va travailler avec les SAVS, donc les services d'accompagnement à la vie sociale, les SAMO. On va travailler avec d'autres structures par rapport à l'évaluation du handicap en mettant en place donc, des prestations d'appui spécifiques qui vont permettre d'évaluer le handicap de la personne et d'analyser le champ du possible ou pas. On va travailler avec d'autres associations de tutelle, curatelle, puisque les personnes sont quand elles nous sont orientées, sont déjà sous protection juridique. Donc on se met en lien et on essaye de travailler tous ensemble et d'éviter les ruptures de parcours et de faire vraiment quelque chose de cousu humain par rapport aux besoins de la personne en situation de handicap. Totalement. Et quel est le profil des personnes, le cœur de cible des personnes que vous accompagnez ? Donc, on a un profil qui a beaucoup changé entre 2022 et 2023. 2023, le public que l'on accueille aujourd'hui est relativement jeune, donc entre 18 et 25 ans. On n'a pas encore de jeunes de moins de 18 ans, mais 18-25 ans, diplômés. On a des personnes qui sont très très diplômées parmi les personnes accompagnées, mais de manière générale, c'est des personnes qui ont un CAP BEP, voire un bac, mais une grosse majorité n'ont pas de diplôme. Troubles psychiques en termes de handicap, mais la difficulté que nous pouvons avoir également dans les accompagnements que nous proposons, c'est des personnes qui n'ont pas un seul handicap, mais plusieurs handicaps. Donc on va avoir troubles cognitifs avec éventuellement une déficience intellectuelle légère ou plus avancée. Donc ça va nécessiter un travail plus long, mais que le dispositif permet, puisque nous ne sommes pas limités dans le temps. Vous êtes en fait aussi un facilitateur vraiment avec ce dispositif sur les freins périphériques. Vous me disiez aussi que vous aimiez travailler avec des personnes ressources dans l'entreprise qui vous interpellent, entre guillemets. Tout à fait. On essaie
dans tous les cas, c'est ce qu'on apprécie de faire, de trouver un tuteur, une tutrice au sein de l'entreprise qui va pouvoir accompagner le salarié en situation de handicap et repérer les signaux faibles pour éviter certaines crises. Et on va la sensibiliser et lui donner les moyens de nous contacter ou de gérer cette crise dans l'attente que nous puissions intervenir. Et on travaille toujours en partenariat avec les associations ou les autres partenaires du territoire avec qui on peut également faire des interventions au sein de l'entreprise. Merci. J'arrête là pour l'instant pour mes questions vous concernant. Je vais donner la parole à Brigitte Léonard. Prenez un des micros, s'il vous plaît. Donc, directrice de l'UDAF du Nord. Quelques mots sur l'association. Oui, en effet. Donc, l'UDAF du Nord, c'est une union départementale des associations familiales qui regroupe aujourd'hui 105 associations familiales et compte plus de 9000 adhérents. Alors, c'est une association qui est un peu particulière. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur associatif. Et celle-ci en particulier, ça s'inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles. Et elle porte, le porte-parole officiel de la voix des familles dans un certain nombre d'instances. Ce qui fait que le projet associatif, finalement, on peut le présenter en deux grands pôles. Le premier, qui à mon sens revêt finalement une de ses missions principales, de porter la parole des familles et de défendre l'intérêt des familles auprès de l'institution, des institutions. Voilà, c'est un gros champ d'action, puisqu'on a plus de 270 représentants aujourd'hui, autour de plus de 400 mandats dans différentes instances de la société. Ça peut être au niveau très local, dans les CCAS par exemple. Ça peut être au niveau un peu plus élevé en représentation en santé, par exemple, ou en conseil de famille, au conseil départemental sur des instances diverses et variées. Et ça touche tous les champs, de la petite enfance jusqu'à la fin de vie potentiellement, puisqu'il s'agit de défendre l'intérêt de la famille tout au long de sa vie, et quelles que soient les familles, j'ai envie de dire. Tout à fait. Concernant le médico-social dans la ville, quelle alternative proposez-vous ? Alors, alternative. En tout cas, on développe depuis plusieurs années dans les UDAF. Alors moi, je vais d'abord dire, je suis à l'UDAF depuis 1 an, donc je parle d'une histoire que je vais aller rechercher. Donc dans les années 90, une UDAF a développé un habitat partagé, adapté, répondant à des difficultés qu'elle rencontrait en territoire et qui s'est inscrit dans les dispositifs qu'on appelle aujourd'hui d'habitat inclusif. Donc, dans les années 90, il n'y avait pas toute la structuration qu'on trouve aujourd'hui, puisque ces habitats aujourd'hui sont un peu plus encadrés. D'ailleurs, il y a eu un rapport de monsieur Piveteau sur le sujet qui a accompagné le développement de l'animation de vie partagée autour de ces dispositifs. Alors, dans le département du Nord, on a ouvert également un habitat partagé et accompagné sur le territoire de Marly pour des personnes en situation de handicap psychique. Et je crois que c'est ce dispositif-là qui répond le mieux à votre question aujourd'hui, même s'il y en a d'autres. Décrivez-le-nous. Alors, c'est un habitat qui se compose de 3 appartements avec 3 chambres. Donc c'est de la colocation avec l'objectif d'accompagner la vie partagée des personnes en situation de handicap psychique autour d'une vie commune. Donc dans la colocation déjà à 3 en trinôme. Entre appartements, donc dans ce groupe constitué, puisque ce sont des appartements qui sont situés dans un quartier assez proche géographiquement, donc c'est accompagner aussi cette vie entre appartements. Et puis dans la cité, dans le quartier, dans sa ville, dans son environnement. Donc c'est l'objectif de ces habitats-là, c'est de trouver une alternative finalement à l'établissement et donner la possibilité à des personnes de sortir de l'établissement, puisqu'elles n'y ont plus peut-être leur place, et de trouver un logement autonome,
puisqu'ils sont chez eux, c'est leur maison, leur appartement, mais tout en les accompagnant autour de leurs difficultés, avec un étayage, puisqu'on n'est pas seul sur cet accompagnement. Il y a une animation, une gouvernance, c'est ça, une gouvernante? Oui, alors il y a une animation. Alors nous, le dispositif s'appelle Famille gouvernante, eu égard à cette histoire dans les UDAF, puisque ça remonte aux années 90, donc c'est un label entre guillemets qui a été nommé. Aujourd'hui, il y a aussi une gouvernante dans ces habitats, mais on a aussi un animateur de vie partagée. En fait, il y a beaucoup d'acteurs autour de ces personnes. On essaye vraiment d'étayer, d'accompagner leur parcours en autonomie en fonction de leurs besoins, de leurs problématiques. Donc, voilà, sur l'accompagnement de vie, on va trouver des infirmiers du centre médico-psychologique, on va rencontrer effectivement les services d'aide à domicile qui vont venir également, on a un animateur de vie partagée, on a les infirmiers libéraux, voilà, il y a beaucoup de passages de vie autour des personnes et dans leur parcours. Et donc nous, notre rôle dans l'animation de vie partagée, c'est de faciliter, de faire du lien, de faire en sorte que finalement il n'y ait pas trop de grains de sable dans ces parcours de vie. Ça peut être des hébergements selon l'offre du territoire, du neuf, du rénové, c'est ça? Les logements. La qualité du logement. Alors, bon, il existe aujourd'hui beaucoup d'initiatives de ce type. Moi, je vous parle de celles portées par l'UDAF, puis il y en a beaucoup d'autres. Alors, nous, l'habitat partagé est situé dans un quartier prioritaire de la ville. Bon, il faut dire qu'au moment du lancement de ce type de projet, comment vous dire, faire venir des personnes avec des troubles, des personnes avec un handicap psychique, c'était pas vu d'un très bon œil. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va générer dans le quartier? Donc, voilà, on a eu cette problématique-là de lever les freins avec les bailleurs sociaux pour faire en sorte que dans l'environnement, ça se passe très très bien. Et ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci. Au contraire, aujourd'hui, tous les freins sont levés, mais là, notre habitat partagé est dans un quartier, je dois dire, qui n'est pas le nec plus ultra des quartiers. C'est un quartier prioritaire de la ville. Ce n'est pas si simple, puisque on travaille avec des personnes vulnérables qui n'ont que de très très petits revenus et qu'il faut aussi s'adapter à leur propre budget. Pour autant, c'est pas une réelle difficulté, puisque l'idée c'est de travailler aussi sur l'environnement, le quartier, et s'ouvrir aussi à l'extérieur. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à l'extérieur. Vous l'avez déjà un peu évoqué, les bénéfices que vous voyez à ce type de vie partagée. Alors, c'est permettre à des personnes de vivre en autonomie et de développer son autonomie. On a énormément de petites plus-values qui peuvent paraître anodines, mais qui sont des petites pépites, je trouve, dans ces parcours de vie. Je vais prendre des exemples très précis. Les colocataires se téléphonent, se soutiennent, s'entraident. Quand il y en a un qui n'a pas trop le moral, il appelle les autres. Ils se font des petits repas ensemble. Ça, c'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'un travail. Au démarrage de ce dispositif, on m'a dit qu'il y avait une veille, en fait, un numéro d'astreinte qui était donné, et les professionnels pouvaient être sollicités vraiment sur du temps hors temps de travail. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense que vraiment, il y a eu vraiment une montée en puissance, en charge, je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas une évolution très très positive en matière d'autonomie. Aujourd'hui, on a des petites sorties communes. J'ai même eu une revendication au dernier conseil des locataires en me disant « mais nous, on n'a plus besoin d'animateurs ». J'ai trouvé ça merveilleux. Bon, en même temps, il y a des hauts et des bas dans les parcours, et c'est quelque chose qui, même si on peut l'entendre, c'est compliqué quand même, donc l'animateur va rester quand même. Mais j'ai trouvé vraiment cette expression-là, en tout cas le fait de pouvoir le dire, fort intéressante. Vous aviez parlé comme autre bénéfice de l'autonomisation et l'intégration vraiment dans cette vie sociale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce que je viens de dire sur la question de l'autonomie. Donc, on a des parcours très différents. Chacun arrive avec son handicap, son étiquette entre guillemets, mais c'est des singularités. C'est des personnes qu'il faut qu'on apprenne à connaître. C'est des personnes
dont il faut, avec lesquels on chemine. Il y a une alchimie à créer entre personnes, et en fonction de cette alchimie, finalement, on va avancer plus sur tel aspect et moins sur tel autre. Et donc, du coup, il faut qu'on compose avec tout ça. Et c'est un peu le rôle de tous ces acteurs autour de la table que d'aider à dénouer parfois les problématiques. Parfois, ces expériences peuvent réunir des personnes dans l'intergénérationnel également ? Oui et non. Là, on est sur une moyenne d'âge de 47 ans. Donc, on a des jeunes colocataires, bon, jeunes par rapport à moi, je vais dire, moins de 40 ans quand même. Et puis, on a des personnes un peu plus âgées. Alors oui, on peut parler peut-être d'intergénérationnel. En tout cas, il y a une très grande solidarité entre eux, une très grande agilité aussi dans l'accueil de nouveaux. Bon, c'est un dispositif, aujourd'hui, on a 9 places, donc c'est un dispositif à taille familiale, à taille humaine, hein, comme on peut dire, qui n'est pas complet, donc il y a encore des places disponibles. Et donc, on a un processus d'intégration où, finalement, les habitants, les colocataires, comme on les appelle, sont partie prenante. Ils accueillent les nouveaux avant l'admission officielle pour voir comment ça se passe entre eux. Et là, actuellement, on a une personne qui désire entrer dans l'habitat. Elle est venue partager des temps collectifs. Ils ont partagé leur numéro de téléphone. Ils s'appellent. L'autre fois, elle est venue au conseil des locataires. Et en sortant, je l'entendais dire, autre anecdote, bah, tiens, je vais venir faire à manger chez toi, est-ce que tu peux venir ? Elle avait entendu qu'un autre participant était un peu en difficulté. Et du coup, elle avait proposé ça spontanément. Et voilà, je pense que c'est vraiment un dispositif très, très intéressant de ce point de vue d'accompagner un parcours de vie. Après, évidemment, on accompagne une étape, hein, parfois, et pour certains, il faut accompagner aussi la sortie du dispositif. Absolument. Et la sortie du dispositif, je fais écho avec les personnes les plus âgées, c'est parfois aussi l'orientation vers l'EHPAD. Là, on a une sortie, une personne qui veut rentrer en EHPAD et pour laquelle donc, on attend une place. Et une autre dont son projet est réorienté, elle ne se sent plus bien dans les habitats, dans la formule qu'on propose, et elle a besoin d'un étayage beaucoup plus fort. Elle se met en danger, elle met en difficulté les colocataires, les autres. Et du coup, on attend une place en foyer d'accueil. Et là, on est dans une difficulté quelque part, parce qu'il faut gérer cet entre-deux avec le groupe. Et ce n'est pas si évident, parce que les listes d'attente sont très longues. Merci beaucoup, Brigitte Léonard, de nous avoir dit tout cela. Je vais donner le micro, me tourner vers Daniel Calwart. Vous parliez de l'EHPAD, vous êtes président d'un CVS dans l'EHPAD de Mouveau, c'est bien cela ? C'est bien ça. Alors, vous allez nous parler, bien sûr, forcément, encore une fois, de le médico-social dans la cité. Vous êtes très bien placé pour le dire, parce que vous avez aussi un message, c'est de dire que l'EHPAD sera différent demain, bientôt. Voilà. Disons qu'on a beaucoup parlé des CVS dans les diverses tables rondes. Mais je tiens à préciser qu'un CVS au sein d'un EHPAD, c'est une interface entre les résidents, les familles de résidents et les personnels de l'EHPAD. Oui. Et donc, à ce titre-là, le conseil de vie sociale dans lequel je préside a un regret, c'est qu'il n'a pas une voix délibérative. Et j'avais d'ailleurs soulevé ce problème avec la directrice en lui demandant est-ce qu'il serait possible que le président d'un conseil de vie sociale soit membre de droit du conseil d'administration de façon à pouvoir voter les divers textes que nous étudions en amont. Et c'est vrai que c'est une problématique qui me touche beaucoup parce que ce conseil de vie sociale n'a pas voix délibérative. Hein, il étudie les documents, mais il donne son avis, mais c'est tout. Par contre, un EHPAD, c'est quelque chose de très particulier.
Je trouve d'ailleurs que le mot EHPAD a une connotation tellement négative qu'il faudrait peut-être changer ce nom, ne serait-ce qu'au niveau du recrutement de certaines infirmières qui ont parfois l'impression d'une punition lorsqu'ils sont nommés en EHPAD. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que les EHPAD sont de plus en plus considérés comme des lieux de fin de vie, alors qu'ils devraient être plutôt un lieu de partage, un lieu de vie, un lieu de communication, et qui devrait s'ouvrir sur la vie associative du quartier, de façon à ce qu'on puisse non pas créer une barrière entre les résidents âgés et les forces vives de la cité. D'ailleurs, le nouvel EHPAD qui est en construction à Mouveau sera mitoyen avec une école élémentaire et maternelle. Et de ce fait-là, j'ai déjà entrepris des contacts avec la nouvelle directrice qui va être nommée ici à la rentrée, de façon à créer des structures intergénérationnelles. Et je pense que les résidents ont tous plus ou moins une âme de mamie ou une âme de grand-père. Et ils seront très, très heureux de voir un peu une forme de jeunesse arriver dans l'EHPAD. Vous aimeriez que l'EHPAD, qui serait revalorisé avec une nouvelle étiquette, peut-être d'autres dénominations, redevienne ce lieu de bientraitance du résident? C'est un lieu de bientraitance. Et d'ailleurs, j'avais sollicité d'ailleurs Madame la directrice, quand on aura l'inauguration du nouvel EHPAD à Mouveau, qui est en cours de construction, qui a pris malheureusement du retard, c'est de créer un arbre de la bientraitance qui serait donc planté en remerciement au dévouement absolu de tous les personnels qui œuvrent autour des résidents. Pour vous, l'EHPAD est encore un peu trop médicalisé. Vous voudriez qu'il y ait davantage de vie? Alors, c'est ça. De plus en plus, l'EHPAD, malheureusement, est hyper médicalisé. Et on oublie peut-être derrière cette hyper-médicalisation les notions de bientraitance et de convivialité et de partage. Et de bien-être. Et de vie. Et de vie. Voilà, la vie, c'est au cœur. Vous pouvez peut-être nous partager votre expérience personnelle avec votre épouse. Ça part aussi de ce constat-là. Oui, c'est-à-dire que j'ai dû confier malheureusement, j'ai dû confier mon épouse aux soins d'un EHPAD, celui de Mouveau, que je connaissais bien parce que auparavant j'étais pendant plus de 20 ans membre du conseil d'administration. Quand monsieur le maire a voulu rajeunir entre guillemets ce fameux conseil d'administration, c'est là que madame Rugy, la directrice, m'a proposé ce poste de président de conseil de vie sociale, que j'ai accepté d'ailleurs parce que ainsi je continue à participer à la vie de l'EHPAD, sachant que nous avons mis en place un système qui nous permet quand il y a des entrants, de pouvoir contacter les familles des entrants de façon à ce qu'on présente d'ailleurs le conseil de vie sociale et leur dire que nous sommes là si jamais il y a quelques soucis dans le choix qui a été fait. Et nous avons aussi, malheureusement, les décès qui arrivent, de façon à ce que le conseil de vie sociale peut proposer ses condoléances. Et de ce fait-là, je pense que nous entretenons un lien très très fort avec les familles. On peut résumer que pour vous, ce genre d'établissement, l'EHPAD, peut être un peu l'interface de la vie du quartier ou de sa cité. Il faudrait qu'il puisse s'ouvrir à la vie associative du quartier, et ne serait-ce qu'en accueillant peut-être diverses associations qui pourraient bénéficier des locaux. Complètement, ne pas rester enfermé non plus dans les murs. Ne pas rester enfermé et ne plus être considéré comme un lieu de fin de vie. Absolument.
Que la population également autour s'en empare. Voilà. Hein, d'ailleurs, sur Bondu, puisque la direction fait à la fois Mouveau et Bondu, au mois de mai, il y aura l'ouverture d'une espèce de guinguette qui sera ouverte à tout public, de façon à ce que les gens du quartier puissent s'approprier les locaux. Les personnes âgées, tout le monde. Voilà. Voilà, exactement. Tout le monde, les jeunes, les enfants, les jeunes, presque, les enfants, les familles. Hein, de façon à ce que la société civile s'aperçoive que l'EHPAD est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de rencontre. Merci, très très bien. Vous l'avez souligné également que le recrutement des personnels, c'est un enjeu. Le recrutement des personnels, par exemple aide-soignante ou infirmière, souvent est considéré en EHPAD comme une espèce, entre guillemets, de punition. Parce que c'est une image tellement négative qu'il faudrait d'ailleurs briser, absolument. Avez-vous des suggestions? Ce matin, Stéphane Oussounier parlait des forums, des métiers de l'accompagnement vers les jeunes, attirer la jeunesse vers ces métiers. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait partant pour créer une ouverture de la vie civile citoyenne à l'intérieur des EHPAD. C'est une réflexion que nous menons, mais qui n'est pas évidente non plus. Le projet avec les écoles pourrait être une ouverture. Le projet avec l'école, comme l'école est mitoyenne, hein, et donc j'ai entrepris d'ailleurs les démarches avec la nouvelle directrice qui va être nommée en septembre et qui est tout à fait partante pour créer un partenariat. J'ai déjà engagé des partenariats avec la bibliothèque de Mouveau et la ludothèque, de façon à ce que les animateurs puissent profiter à la fois du lot de livres et puis des jeux qui peuvent être intéressants à partir d'un certain niveau. Merci beaucoup Daniel Calvat. Je vous laisse tranquille. Je vais me tourner. Merci beaucoup. On va vous laisser là pour... vers Ingrid Mars. Prenez le micro, s'il vous plaît. Et nous allons parler ensemble de plus de maintien à domicile. C'est bien ça? Expliquez-nous un peu en partie comment vous vous situez dans ce médico-social dans la ville, dans la cité. Donc, bonjour à tous. Alors peut-être présenter un petit peu effectivement le service que je représente. Donc c'est un service qui dépend d'une association de malades qui s'appelle l'AFM Téléthon, donc l'association française contre les myopathies, association nationale qui a créé après l'événement que chacun, je pense, d'entre vous connaît un petit peu, qui s'appelle le Téléthon, des services de professionnels dans toutes les régions pour accompagner les malades et leur entourage. C'est très important. Quelqu'un évoquait ce matin, on parle peu des aidants et des familles et des proches aidants. Nous, c'est aussi très important pour nous d'accompagner la personne elle-même concernée, que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée. Notre public touche tous les âges, puisque ces pathologies que nous représentons, qui s'appellent des maladies neuromusculaires, qui sont des maladies génétiques, souvent familiales, évolutives, touchent toutes les générations. Voilà. Donc cet accompagnement se fait effectivement au domicile dans 90% des situations. Cet accompagnement, on peut le dire, est innovant. Dans quelle mesure ? Alors, oui et non. Innovant, Pourquoi, oui. certes, parce qu'il a été créé par cette association, par ses parents qui ont décidé, fin des années 80, de créer des services de professionnels avec un modèle un petit peu atypique, puisque aujourd'hui, le professionnel s'appelle référent parcours de santé. On entend aujourd'hui parler de beaucoup de professionnels qui s'appellent référents de parcours complexes. Et effectivement, nous, ces professionnels existent depuis la fin des années 80, où ce lien est privilégié avec un professionnel qui va être en lien de confiance et de proximité avec la personne et son entourage et va l'accompagner tout au long de son parcours de vie. Donc vous évoquiez effectivement pas de durée dans l'accompagnement. Pour
nous, c'est pareil, aucune durée dans l'accompagnement, tant que les personnes souhaitent que l'on soit à leur côté. Ça, c'est aussi une notion importante, c'est être à côté des personnes, cheminer à leur rythme en fonction de leur projet de vie, de leur parcours de vie, parcours de soins, parcours vie quotidienne, parcours vie sociale, relationnelle, les loisirs, tout ce qui fait la vie d'une personne. Mais à la demande de la personne. Tout à fait. Et effectivement, la légitimité de notre intervention, c'est la personne elle-même ou quelqu'un de sa famille qui nous la donne. Nous n'avons pas d'orientation MDPH. Nous sommes aussi atypiques dans ce sens-là. Et nous intervenons quand la personne le souhaite. Alors, combien êtes-vous pour combien de familles ? Alors, sur la région des Hauts-de-France, oui, la couverture, nous, est régionale. Nous avons une antenne avec des professionnels à Lille et une antenne à Amiens pour couvrir les 5 départements de la région des Hauts-de-France. Ce sont dans les Hauts-de-France un peu moins de 1600 personnes concernées par ces pathologies neuromusculaires qui ont fait appel à notre service. Après, il y a toutes celles que l'on ne connaît pas aussi. Et la totalité de l'équipe, c'est 14 personnes, dont 10 référents parcours de santé pour accompagner environ chaque année 700 familles. Vous me disiez, vous êtes un peu comme un GPS, vous guidez selon les problématiques. Vous êtes vraiment... C'est ça. L'idée, c'est d'être à côté, de guider, de ne pas orienter là où doit aller la personne. On parle aussi beaucoup depuis ce matin, la personne qui est actrice de son projet de vie. Ça, c'est vraiment très important. Les personnes ne sont pas des objets, mais bien des sujets en capacité avec des ressources, leurs propres ressources, les ressources de leur entourage, pour avancer là où elles ont envie d'aller. Et on essaie d'être un peu faciliteur, de donner les conseils si on peut, d'orienter vers les professionnels qui seront plus compétents que nous dans certains domaines et autour du parcours de soins et de santé de façon très globale. Avec vous, on parle quand même de moyenne compensation, plus qu'avec Oui, tout à fait. Voilà. Alors, adaptation et compensation, oui, malheureusement, je dirais, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est quand même celui que j'ai envie d'employer. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans le domaine de la compensation, même si je pense que des associations se sont battues pour la loi de 2005, pour cette compensation totale et complète. Ce zéro reste à charge aussi pour les personnes en situation de handicap. Je pense que les personnes en situation de handicap n'ont pas apporté financièrement leurs problématiques et aujourd'hui on voit encore à quel point c'est un parcours du combattant et nous sommes là aussi effectivement pour essayer de faciliter ce parcours, que chaque personne puisse vivre là où elle a envie et avec les moyens techniques et humains dont elle a besoin. Et on sait à quel point aujourd'hui c'est encore compliqué. Exactement, on peut même dire que vous vous battez à leur côté pour les aider, les soulager. Racontez-nous, donnez-nous des exemples. Ça va même jusqu'à la recherche de financement pour adapter tel logement. Oui, alors les recherches de financement pour les fauteuils roulants électriques, on a vu Benjamin tout à l'heure, effectivement, avec son fauteuil électrique, ce sont des fauteuils qui sont très, très onéreux. Alors aujourd'hui, on espère beaucoup en ce qui nous est promis, le 100% remboursement intégral des fauteuils roulants. On espère que ce ne sera pas qu'une promesse et que ce ne sera pas à nouveau un parcours du combattant insurmontable. Mais voilà, c'est d'accompagner effectivement pour essayer de mobiliser au maximum tous les fonds qui existent, les fonds publics qui existent pour accompagner les personnes et les soulager dans ces démarches qui restent compliquées. Et comme vous l'avez très bien dit, mais je veux vraiment insister là-dessus, sur vraiment tous les aspects de la vie, à l'hôpital, le kiné, l'aide à domicile, l'auxiliaire de vie, l'école, enfin toutes les notions, c'est cela ? Toute la vie. Oui, c'est accompagné alors en fonction effectivement du besoin, de la particularité de la personne. Bien évidemment, il n'y a pas une ligne tracée pour chacun en fonction de la pathologie qui le concerne, mais c'est de voir quel est le projet, comment on peut accompagner, soulager, aider, trouver les bons interlocuteurs. Oui, ça peut être se déplacer dans une école, expliquer à l'école pourquoi cet enfant, on l'évoquait aussi ce matin, a finalement le droit de venir auprès de ses petits camarades du village, même s'il est en situation de grande dépendance. Comment on peut mettre en place les aides à domicile, adapter l'école. Après, c'est pas des adaptations parfois compliquées. Parfois, la classe de CP est au rez-de-chaussée et puis le CE1, il sera à l'étage. Pourquoi pas une année, exceptionnellement, mettre le CE1 au rez-de-chaussée et le CP à l'étage, si l'enfant suit ce parcours. Donc voilà, c'est essayer aussi finalement
dédramatiser un petit peu les situations qui peuvent faire peur. Hein. On l'a aussi entendu, l'inconnu fait peur, le handicap peut faire peur à des personnes non initiées, dans les écoles notamment, dans la vie professionnelle également. Dernière question, Ingrid Mars, sur vous aussi, le travail en réseau, ça vous parle? Ah oui, on ne peut pas faire, hein, sinon, s'il n'y a pas les réseaux, s'il n'y a pas les partenariats, les collaborations avec les différents professionnels du champ sanitaire, médico-social, mais aussi du droit commun, on ne pourrait pas accompagner correctement les personnes qui font appel à notre service, parce que déjà, nous ne sommes pas très nombreux, hein, je vous l'ai dit, pour la région, et c'est vraiment important de mettre en place ces partenariats, ces collaborations de proximité. Merci beaucoup, Ingrid Mars. Je vais me tourner vers Élise Agbolo pour la dernière intervention avant la prise de parole de Denis Piveteau. Je vous donne votre micro, Élise. Présentez-vous en quelques mots la structure déjà et ensuite j'ai des questions. Bien, bonjour à tous, je suis Élise Agbolo et je travaille à la maison d'accueil spécialisée qui fait partie d'une plateforme de services coordonnés et qui se situe à Croisilles, sur le territoire de l'Arajois. Pour ceux qui ne connaissent pas ce beau village. Voilà, c'est une plateforme qui est portée par une association qui est l'UDAPI 62. Alors on avait dit qu'il fallait décrire les sigles. Donc c'est l'Union départementale des associations de parents et d'enfants inadaptés du 62. Merci beaucoup. Alors là, on va parler beaucoup du maintien à domicile dans la mesure du possible. Comment on fait ? Alors, je pense savoir pourquoi vous me dites dans la mesure du possible, parce que lors de nos échanges, je me souviens vous avoir dit, alors je vous présenterai particulièrement un dispositif qui s'appelle le DASMO, qui est un dispositif d'accompagnement et de soins en milieu ordinaire, donc qui, je pense, répond à la commande. Mais je tenais aussi à parler des autres dispositifs dans lesquels on fait du médico-social dans la ville, puisque historiquement, cette plateforme, c'est donc une maison d'accueil spécialisée, un établissement qui accueille des adultes en situation de grand handicap et notamment de polyhandicap. Et je trouvais important dans cette présentation qu'on insiste aussi sur le fait que l'institution, la structure permet le médico-social dans la ville. Dans la ville. Et d'ailleurs, les précédentes interventions ont insisté dessus et j'aurai quelques illustrations à vous donner par la suite. Mais en effet, peut-être pour revenir sur l'idée de cette plateforme, c'est vraiment... ce projet, il est né de l'idée de donner le choix, autant que possible, à la personne de co-construire son parcours de vie et parfois d'avoir des choix articulés ou combinés entre l'établissement, le domicile, l'un, l'autre, les deux, parfois faire un choix, faire demi-tour après, parce que c'est possible. Ça nécessite un travail en réseau, on l'a entendu également tout à l'heure. Donc c'est le cœur de notre plateforme, c'est travailler en réseau et fédérer tous les acteurs de l'accompagnement du handicap et du grand handicap pour le maintien à domicile notamment. Et c'est possible pour les personnes en situation de grand handicap. Racontez-nous une expérimentation. Alors, oui, c'est possible, mais c'est possible grâce aux expertises diverses et variées. Donc au niveau du dispositif, nous on a une équipe pluridisciplinaire qui est composée de diverses fonctions. On a des psychologues, des aides-soignants, des accompagnements éducatifs et sociaux, des psychiatres, ergothérapeutes, etc. Enfin, une équipe pluridisciplinaire telle qu'on peut connaître dans des établissements médico-sociaux et qui se déplace en fait à l'extérieur pour venir à la rencontre des acteurs qu'on appelle du droit commun, donc les accompagnants à domicile, par exemple, les responsables de structures associatives, le club de sport, le milieu médical, le milieu paramédical, parce que être maintenu, comme le dit le terme, dans son domicile, c'est avoir accès à tous ces pans de la société. Et quand on est une personne en situation de grand handicap, c'est possible, mais ça nécessite beaucoup de réflexion pluridisciplinaire pour pouvoir donner l'accès à l'hôpital, aux spécialistes, aux médecins. Et je fais notamment aussi un petit clin d'œil parce qu'on a l'équipe pluridisciplinaire qui est au sein de la salle et qui parfois va jusqu'à camper dans les salles d'attente des médecins traitants pour pouvoir créer ce lien. En fait, l'idée, c'est vraiment créer le lien entre tous les acteurs pour pouvoir maintenir à domicile les personnes qui le souhaitent.
Absolument, vous avez complètement créé un dispositif de coordination des acteurs. C'est ça, en fait, l'idée, c'est vraiment d'initier les partenariats nécessaires. C'est un dispositif qui réfléchit beaucoup, je dirais, puisqu'il n'y a pas de solution préconçue. À chaque situation, on a vraiment besoin de se mettre autour de la table et de voir voilà, de quoi la personne a besoin, quels sont les acteurs qui sont déjà en place, quels sont ceux qu'il serait nécessaire de mobiliser, et puis comment on va co-construire ensemble un seul projet personnalisé de vie à domicile. La dimension de projet personnalisé, c'est quelque chose qu'on connaît un peu plus en établissement et qu'on essaye du coup de dupliquer vers le milieu ordinaire avec tous les acteurs experts en fait dans leur domaine. C'est du sur-mesure, vous l'avez dit, c'est la personnalisation, c'est du cas par cas. On l'a entendu tout à l'heure, il y avait aussi l'expression de cousu humain, c'est vraiment là-dessus, hein, c'est partir d'un besoin et puis après de construire autour de ce besoin. Ce qui fait de ce maintien à domicile un lieu de vie pérenne où on peut rester dans son quartier, dans son groupe, dans son environnement et aller à la gym, si on peut faire partie être bénévole quelque part, c'est vraiment rester en lien. Oui, alors on en parle depuis très longtemps, la dimension de sensibilisation, elle est importante. Si on donne un exemple très, très basique, une personne qui est passionnée d'échecs et qui souhaiterait aller jouer au club d'échecs de son quartier, on peut aussi comprendre de la part du club d'échecs que quand on n'a jamais été confronté à la grande vulnérabilité, on a besoin peut-être d'étayage pour essayer de comprendre comment on peut inclure, même si de base, on peut aussi partir du principe que tout le monde est de bonne volonté. Et donc voilà, c'est aussi venir apporter un étayage dans tous les milieux de la vie ordinaire. Mais pour ça, il faut lever un petit peu les barrières de l'inconnu. On est dans un objectif d'une ambition plus qualitative de ce maintien à domicile ? Oui, alors j'ai envie de dire que quand on accompagne la grande vulnérabilité, on ne peut pas se faire l'économie de la qualité. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'accompagnement. Et c'est pour ça que le dispositif d'ASMO, donc, qui est un dispositif qui est expérimenté et proposé par l'Agence régionale de santé, prévoit des files actives qui peuvent paraître petite ou mince, mais parce que il y a vraiment ce temps de réflexion pluridisciplinaire et d'acteurs à mobiliser, à mettre en place de façon qualitative, en effet. Très très bien, merci. Élise, vous voyez autre chose à ajouter ? Oui, je voudrais vraiment rebondir sur les exemples qui ont été donnés de médico-social dans la ville, puisque, comme je vous le disais en introduction, on est aussi une maison d'accueil spécialisée, donc une institution. Et être résident en maison d'accueil spécialisée, c'est être habitant d'une commune. Donc là, en l'occurrence, Croisy est un village. Et on a donc des résidents qui sont adhérents au club de gym du village. Et pour moi, ça, c'est du médico-social dans la ville. À la limite, j'aurais pu résumer mon intervention à ça. On a aussi des résidents avec toute leur fragilité qui participent en tant que bénévoles aux manifestations diverses et variées de la commune, au même titre que tout villageois, sans distinction. Alors, bien entendu, ça nécessite un accompagnement humain, technique et des moyens divers et variés, mais c'est possible. Et ça se fait dans plusieurs sens aussi, puisque pour terminer sur les illustrations, on a la chance, par exemple, sur notre plateforme, d'accueillir le marché de Noël du village qui se fait dans les locaux de l'établissement. Et là, c'est pas l'établissement qui fait son marché de Noël, c'est le village qui fait son marché de Noël au sein des locaux de l'établissement. Excellent. Donc voilà, pour moi, ce sont des illustrations de médico-social dans la ville, même en institution. Donc pour moi, cette plateforme, par ses différents services, elle peut illustrer que même auprès de la grande vulnérabilité, on peut mettre en place des choses si petites parfois et infimes soient-elles, on pourrait penser. Je donnais l'exemple tout à l'heure en interlude que choisir pour une personne en situation de grand handicap, ça peut être aussi choisir la couleur de sa chaussette le matin, c'est aussi développer le pouvoir d'agir. Donc parfois, ça paraît être des petites choses dans le quotidien,
mais ça a toute son importance. Absolument, merci. Daniel Calwart, est-ce que ça suscite une réaction, les propos d'Élise Agbolo? C'est-à-dire que vivre le plus longtemps possible chez soi, c'est un idéal, mais parfois les faits nous contraignent, je l'ai bien vécu, à demander d'être confié, le mot est important, à un EHPAD. Malheureusement, il y a des situations où rester à la maison n'est pas possible parce que l'aidant ne supportera pas sur le long terme la présence d'une personne même proche qui souffre de troubles cognitifs de plus en plus conséquents. Merci. Vous voulez ajouter, Élise, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que, Denis Piveteau, vous voulez dire 2 mots maintenant avant la grande conclusion? Ou pas obligé, hein, mais je vous le propose, j'aimerais bien quand même un petit mot sur cette table ronde. Alors, je n'aurai 2 mots maintenant, une dizaine tout à l'heure. Oui. Je vais essayer de répartir les choses. Non, je voudrais réagir enfin, pas à l'ensemble des interventions, parce qu'il y en a certaines, notamment mes voisins et voisines les plus proches, du coup, je m'en servirai peut-être un peu tout à l'heure. Mais à ce que vient de dire M. Calwart et ce que vous venez de dire, Mme Agbolo, oui. J'ai aussi des... Alors, d'abord, pour dire qu'effectivement, vous avez raison, il y a un moment où, mais je le disais d'ailleurs en introduction ce matin, il y a un moment où l'institution est nécessaire pour maintenir non seulement, pour porter le plus longtemps possible tout ce qui peut exister de pouvoir d'agir chez la personne qui se fragilise, qui perd ses repères, bon, parce que l'environnement dans lequel elle vit avec ses proches familiaux, avec ses aidants familiaux ne le lui permet plus, et pour garder du pouvoir d'agir aussi aux aidants. Parce que des familles qui s'épuisent, des familles qui se détruisent de la fatigue que leur donne le devoir qu'elles se font d'accompagner un de leurs proches, perdent leur pouvoir d'agir. Bon. Et elles peuvent le reconstituer, le retrouver précisément si elles sont secondées et qu'elles peuvent avoir avec lui une relation je dirais, plus construite et libérée de toute une série de tâches quotidiennes, d'aide à la vie quotidienne, parce que l'aidant est accompagné par une équipe professionnelle. Donc on est bien dans des dynamiques, il faut rester dans des dynamiques de pouvoir d'agir, même lorsqu'on passe en institution. Je voulais aussi rebondir sur 2 choses très justes qu'illustrait Mme Agbolo. La première, c'est que cette question du pouvoir d'agir, quand vous parliez du choix de la chaussette, mais c'est très vrai, on entend très souvent des gens dire, mais attendez, le pouvoir d'agir, c'est gentil, là, mais il y a des gens qui ne pourront jamais, quoi. Enfin, est-ce que vous avez conscience de ce que c'est qu'une personne qui a un handicap cognitif extrêmement profond, qui a des déficiences majeures, qui a une relation au monde extérieur qui est profondément perturbée, vous voulez encore du pouvoir d'agir? Là, il s'agit simplement d'assurer la nourriture, le lever, le coucher, la toilette. Bon, mais précisément, c'est plus on touche. Vous savez, alors il y a des professionnels beaucoup dans la salle. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow, vous savez, avec la pyramide où tout en bas il y a tous les besoins fondamentaux. Et puis plus on monte dans la pyramide et plus on touche les fonctions les plus évoluées, les plus spéculatives. Voilà. Bon, le pouvoir d'agir, il n'est pas dans le haut de la pyramide. Hein. Il est tout en bas, il commence tout en bas. Il est même essentiellement tout en bas. Et le pouvoir d'agir, c'est tout ce qui va me toucher dans ce que j'ai de plus intime, qui touche à... Est-ce que c'est moi qui mets encore mon dentifrice sur ma brosse à dents? Je veux dire, est-ce que c'est moi qui me brosse les dents? Est-ce que le professionnel qui est dans la relation avec ces gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne se pose cette question de savoir à partir de quand j'interviens? Est-ce que j'interviens? Est-ce que je n'interviens pas? Donc c'est sur ces relations avec les gestes les plus élémentaires, encore plus élémentaire que de choisir la couleur d'une chaussette, que se joue essentiellement le respect du pouvoir d'agir des personnes. Bon, ça c'est la deuxième remarque. Puis une dernière, avant de passer à l'après-table ronde, j'ai aussi une anecdote sur les exemples, enfin analogues aux exemples qui étaient donnés, qui sont très justes, qui consistent à dire, si on veut mettre le médico-social dans la vie des personnes, on le remet dans la ville. Et on fait l'exemple que vous donniez, qui est une réalité vécue par vous, du marché de Noël qui a lieu dans l'établissement. Moi je connais, alors
alors c'est une histoire qui est un peu reconstruite parce que je l'ai construite à partir, certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu la dire, je la trouve formidable. Et en plus, elle est pas tout à fait vraie parce que je combine deux histoires pour en faire une seule, c'est plus facile. Mais ça se passe pas du tout dans le Nord, ça se passe dans un département que je connais bien, dans l'Est de la France, et où il y avait une municipalité qui organise toujours un budget citoyen, donc un budget participatif, on appelle ça. J'imagine qu'il y a des municipalités qui le font dans le Nord aussi. On réserve une petite partie du budget de la commune et on met au vote des citoyens ce qu'ils veulent en faire. Alors c'est un équipement public, on va, je sais pas quoi, remettre des bacs à fleurs autour de la médiathèque. Donc il y a des projets qui sont proposés, qui viennent d'ailleurs souvent des citoyens eux-mêmes. Et puis une partie du budget de la commune est dirigée vers ces projets en fonction d'un vote. Bon. Dans le village en question, une maison d'accueil spécialisée. Bon. Et la municipalité, pleine de bonnes intentions, se dit oui, bon, bah, c'est des citoyens comme les autres, hein, et on va leur demander leur avis aussi. Bon. Comment on fait? Ils sont une maison d'accueil spécialisée, le polyhandicapé, athétosique, très lourd, on ne sait pas trop faire. Hein. Bon. Donc ils se tournent vers l'équipe professionnelle de la masse et ils disent on aimerait bien que vos résidents puissent participer au vote là, pour le budget participatif. On ne sait pas faire. Alors l'équipe dit oui, on a bien vu que vous ne saviez pas faire, parce qu'on a vu votre questionnaire là sur le site internet de la commune. C'est juste pour les personnes qu'on accompagne, c'est inaccessible, quoi. C'est impossible de pouvoir répondre à ce questionnaire tel qu'il est formulé. En plus, il faut savoir se servir d'un clavier. Enfin bon, votre truc, il n'est pas bon. Mais on peut vous aider, et les résidents peuvent vous aider aussi. On peut vous aider à faire un questionnaire qui soit adapté. Ah, ça devient intéressant. Et du coup, l'équipe et les résidents se sont mis au travail avec la municipalité pour mettre en place un questionnaire et qui, du coup, s'est rendu accessible à des tas de gens dans le gros bourg en question. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a un début de désir de mise en accessibilité, l'expertise, elle est chez les personnes elles-mêmes. Et le champ médico-social, il a bien deux cibles. On parlait d'EPOP d'ailleurs tout à l'heure, qui est un très bon exemple aussi, mais le champ médico-social, il a deux cibles. Une cible qui est « j'accompagne les personnes les plus vulnérables dans leurs besoins » et une cible qui est « j'accompagne la société pour qu'elle se rende plus accessible ». Voilà. On a deux projets dans le champ médico-social et c'est ça qu'il faut arriver à faire passer comme message, parce que les enjeux de la revalorisation des métiers, du réenchantement du travail social, ils passent par là. Merci beaucoup, Denis Piveteau. On va éclairer la salle peut-être pour vous proposer à nouveau de poser quelques questions si besoin, des commentaires. On vous laisse cette opportunité suite à cette troisième table ronde avant de passer à la clôture de cette journée régionale. Y a-t-il des mains levées? Avez-vous donné le micro dans la salle? Sinon, nous allons poursuivre et conclure. Aucune demande? Là, oui. Levez-vous ou présentez-vous, s'il vous plaît. Inter-CVS 59, j'ai beaucoup apprécié les propos de M. Calouart par rapport à l'intergénérationnel et l'ouverture sur la cité. En ce qui concerne notre Inter-CVS 59, nous avons voulu allier l'intergénérationnel avec l'emploi. Et en l'occurrence, nous avons passé un partenariat avec l'école de la deuxième chance. Pourquoi? Nous avons créé une passerelle d'amour virtuelle entre les deux EHPAD adossés à l'hôpital de Los au Bourdin, notre Inter-CVS et l'école de la deuxième chance de la grande métropole de Lille. C'est-à-dire que l'état-major, le management, les managers des deux EHPAD adossés à cet hôpital ont reçu la directrice de l'école ainsi que nous-mêmes. Nous avons souhaité que les jeunes décrocheurs qui ont perdu la boussole de leur vie professionnelle puissent aller à la rencontre des nonagénaires pour qu'il y ait de la brillance dans leurs yeux. C'est la passerelle d'amour, mais en même temps, nous avons obtenu de la directrice des deux EHPAD que les jeunes décrocheurs soient immergés pendant 15 jours pour qu'ils puissent visiter tous les services des deux EHPAD et qu'ils puissent éventuellement être mis en appétence pour retrouver la boussole de leur vie. Et de cette opération qu'on a appelée opération pot de confiture, c'est une image, hein, il y a 3-4 personnes décrocheurs
qui ont été intéressés pour en faire leur métier. Et comme nous avons dans notre inter-CVS une conjugaison de nos talents, nous allons essayer, par le dispositif de la formation continue en France, de les aider à obtenir un certificat d'aide-soignante. Voilà. Merci pour ces propos et ces compléments, pour votre intervention, monsieur. Y en a-t-il d'autres? Oui, monsieur, tout en haut, en bleu, va attraper le micro dans quelques instants. Levez-vous, présentez-vous, s'il vous plaît. C'est à vous. Oui, Patrice Rochard, vice-président des Pavillons Blancs de Dunkerque. Je voulais faire un témoignage qui, de mon expérience, je participe à 2 CVS. Un premier en tant que représentant de l'organisme gestionnaire, donc les Papillons Blancs, et un second en tant que représentant des familles dans le foyer qui accompagne mon fils. Dans ces 2 CVS, nous avons la participation régulière de représentants du conseil municipal où sont implantés les établissements. Et ça permet effectivement une ouverture vers la cité, parce que finalement, il peut y avoir des représentants du département, il peut y avoir tout un tas de monde qui est invité dans un CVS, mais la commune dans laquelle on habite, c'est le premier lien extérieur. Et ça va même jusque pour un foyer d'accueil médicalisé, où il y a un DASMO, je ne vais pas revenir sur le dispositif qui a été expliqué par Élise. Les liens avec la commune et même la communauté urbaine de Dunkerque ont permis la mise en place de ce qu'on appelle des drôles de fêtes. Alors il y en a 7 ou 8 dans l'année, plutôt sur l'été, où on invite les voisins, on invite tous ceux qui veulent bien venir. D'abord pour s'exprimer sur une scène ouverte, donc ça permet à des artistes de faire quelquefois leur premier pas. Et tout ça, c'est organisé avec la participation des personnes accompagnées par le foyer et donc ouvert du côté des spectateurs, ouvert à tout le voisinage. Et je pense que là, quand on arrive à faire ça, ça rejoint un petit peu le marché de Noël aussi. Oui. Décidément, on a des expériences un peu communes. Là, effectivement, on fait rentrer la cité dans l'institution, et c'est aussi une façon, comme vous le disiez, Monsieur Pifto, de ne pas fermer les institutions, mais de les ouvrir. Voilà. C'est le témoignage que je voulais faire. Absolument, vous avez eu raison de le faire. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Le micro est encore là pour vous, bien sûr, profitez-en. Je ne vois pas de main levée. Donc, c'est la conclusion, d'accord? Je m'avance vers la conclusion et je vais demander donc pour la synthèse et la clôture à nos 3 interventions finales. Nous allons d'abord entendre Denis Pifto, puis Christine Trept et Guillaume Alexandre. À vous, au pupitre, si vous voulez bien, Denis Pifto, notre grand témoin. Merci à nos intervenants. Ah oui, et juste avant, on va regarder. Les intervenants, on peut les remercier. Vous pouvez rejoindre la salle. Denis Pifto. Oh, oula, installez-vous. Mais on va regarder le... Oui, bien sûr. On va regarder le dessin, observer le dessin d'Éléonore Tranchant pour cette 3e table ronde avant d'entendre Denis Pifto. Et je vais te donner la parole. Et voici le compte-rendu en images, en facilitation graphique de cette 3e table ronde sur le médico-social dans la ville, dans la cité, par Éléonore Tranchant. Dans quelques secondes. Regardons cela. Alors, explique-nous, Éléonore.
Prends le micro, ouais. Donc, ce que j'ai retenu de ces interventions, donc déjà merci aux intervenants et intervenantes, le zoom sur la question du DEA, qui est un dispositif d'accès et maintien à l'emploi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le côté de l'accompagnement sur mesure. Et donc, on ne calque pas un modèle sur l'ensemble des personnes, mais on part des besoins des personnes et de leurs compétences, de leur type de handicap, pour pouvoir les accompagner au plus juste vers l'emploi. Et ensuite, j'ai fait un deuxième zoom sur vers une vie en société pour un peu décloisonner les établissements, permettre quand c'est possible, et donc je le rajouterai là sur le petit 1, de sortir de l'établissement pour soit aller sur du maintien à domicile, et dans quel cas ça nécessite des moyens importants, un accompagnement renforcé, de pouvoir mobiliser les aides, de pouvoir orienter les personnes, de pouvoir mettre en réseau les acteurs pour faire un projet personnalisé, donc de s'adapter au mieux aux besoins et aux réalités des personnes accompagnées sur le maintien à domicile. Mais il y a aussi la solution des habitats, de l'habitat ou des habitats partagés, des colocations ou des appartements, voilà, qui permettent aussi de créer du lien avec d'autres personnes, et que ce soit le maintien à domicile ou la question de l'habitat partagé, ça favorise l'autonomie et puis tout simplement d'être dans la société au même titre que chacun et chacune, et ça permet aussi de pouvoir participer aux activités de la ville. Ont été mentionnées notamment les questions de vie associative. Et le deuxième axe, c'est de pouvoir ouvrir les établissements, notamment quand on ne peut pas faire sans l'établissement, quand on ne peut pas aller vers la solution du maintien à domicile ou de l'habitat partagé, c'est d'essayer de faire des établissements des lieux de vie, et donc de les ouvrir sur la ville, de faire en sorte que les personnes puissent aller dans les lieux de vie en ville, mais aussi faire en sorte que les établissements deviennent eux-mêmes des lieux de vie. Et donc j'ai noté la question, notamment sur les EHPAD, que ce ne soit pas des lieux de fin de vie, mais des lieux de vie. Avec l'idée notamment d'ouvrir aux associations de quartier et aux écoles pour favoriser le lien intergénérationnel et même finalement le vivre ensemble entre les habitants et les usagers des établissements. Voilà. Merci beaucoup, Éléonore Tranche. On peut l'applaudir une dernière grande fois. Félicitations pour ce travail, ces synthèses très riches. Denis Piveteau, à vous la parole. Rejoignez-moi. Je vais le faire plus modestement, en m'asseyant. Voilà. Pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est que je n'ai pas préparé une intervention de clôture. Ce ne serait pas honnête de dire qu'on est témoin de ce qui se dit pendant une journée en ayant déjà préparé ce qu'on va dire à la fin. Voilà. Mais du coup, on se met un peu en risque, parce qu'il faut être en capacité de rassembler voilà, une masse d'impressions que j'ai partagées avec vous et qui est évidemment difficile à synthétiser. Je voudrais dire, au fond, puisqu'il faut partir du titre de cette journée, je remercie encore, je cherche du regard, oui, parce qu'avec les lumières, on a un peu de mal, Guillaume Alexandre et Christine Trept, je les remercie de cette organisation et de cette thématique donnée aux droits des usagers, parce que, au fond, je vais vous redire ce que je vous disais tout à l'heure, les droits, c'est très important, voilà, les droits. C'est le pivot autour duquel beaucoup de choses se sont dites aujourd'hui. Et retenez bien que les droits, d'abord, c'est une évidence, voilà. C'est quelque chose qui nous est donné à tous. C'est l'autodétermination. Vous savez, on dit autodétermination, mais les juristes dont je suis ont un terme pour dire ce que c'est que l'autodétermination. Ils appellent ça la liberté personnelle. Sans très bien savoir ce que ça veut dire d'ailleurs, mais la liberté personnelle, c'est tout ce qui fait la liberté de se marier, la liberté d'aller et venir, la liberté de décider moi-même de ce qui est bon pour moi. Voilà. C'est ça l'autodétermination. C'est le droit le plus fondamental. C'est ce qui fait que je suis une personne. J'ai peut-être pas forcément le droit d'avoir ce qui est bon pour moi, ça, il y aura peut-être des difficultés, j'aurai pas les moyens, ça ne sera pas disponible, que sais-je. Mais je peux dire ce que j'ai, c'est bon pour moi ou ça n'est pas bon pour moi. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va dire à ma place si c'est bon pour moi ou pas bon pour moi. Voilà. Ça, c'est le droit fondamental. Je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs à propos de ces droits fondamentaux qui sont des évidences, même au-delà de la liberté personnelle. Je peux le dire, oui, parce que les documents en question ont été rendus publics. Là, il y a une loi qui est passée récemment, on en parlait d'ailleurs ce matin, c'est la loi sur le plein emploi, qui a modifié un certain nombre de choses dans le cadre des ESAT, et qui a introduit un certain nombre de droits nouveaux
pour les travailleurs d'ESAT, comme on dit, c'est-à-dire des personnes qui sont à la fois accompagnées dans le champ médico-social, parce que l'ESAT est un établissement médico-social, mais qui sont aussi des travailleurs. Ils ont un peu de nature, ces personnes en situation de handicap qui travaillent en ESAT. Et le gouvernement, à des niveaux même au-dessus du gouvernement, le président de la République avait dit à la CNH, on va ouvrir des droits nouveaux pour les travailleurs d'ESAT, le droit de grève, le droit syndical. Puis alors, au Conseil d'État, on a vu arriver le projet, et on l'a dit dans un avis public. Donc ce que je dis là n'est pas du tout une confidence. Enfin, vous ne lisez peut-être pas tous les avis publics du Conseil d'État. On a regardé la Constitution, puis on s'est dit, mais depuis 1946, il y a une préambule de la Constitution de 46 qui a été repris dans la Constitution de 58. Enfin, tout ça, c'est des constructions pour juristes. Le droit de grève, ils l'ont déjà. Hein. Puis le droit de se syndiquer aussi. Hein. Bon, on peut l'écrire si vous voulez, hein, mais ils l'ont. Ah, voilà. Voilà. Il y a des droits qui sont des évidences, quoi. Et il a fallu attendre un certain temps pour qu'on comprenne que ces droits nouveaux qu'on voulait reconnaître à des personnes, ils les avaient déjà. Alors peut-être aussi parce que, vous voyez, droit de grève, droit syndical, on dit tout ça c'est du conflit. Alors ça c'est la deuxième chose importante. Hein. Le droit, c'est pas tiède. C'est pas décoratif, le droit. Derrière du droit, il y a toujours du combat. Derrière le droit, il y a toujours un peu de conflictualité. Hein. Un droit, ça ne veut pas dire que c'est du conflit qui conduit à la séparation. On reste ensemble. Mais on s'exprime. Ce matin, enfin non, pas ce matin, cet après-midi, j'entendais Carole Bileka qui disait au GEM, on s'engueule. Ça, c'est un GEM qui marche, quoi. Parce que quand on peut s'engueuler et rester ensemble, c'est que ça marche. Et on a une vision faussée, si vous voulez, d'un concitoyen qui vit avec un handicap ou qui a une déficience ou qui est privé d'autonomie, qui est dépendant, comme on disait autrefois. On veut que ce soit des gens gentils, pacifiques, qui ne se mettent pas en colère, qui sont... Mais non, pas du tout. S'ils ont des droits, ils vont être en colère, et c'est normal. Et puis, ils vont les défendre, leurs droits. Donc voilà, il y a un retour de la bonne conflictualité, c'est accepter le conflit, mais le bon conflit. Le conflit qui fait que chacun s'exprime. Et puis ensuite, on trouve la position d'équilibre, la position d'entente. Mais accepter le conflit de la part des personnes vulnérables, c'est comme ça qu'on les sort de leur vulnérabilité. Voilà. Le droit, c'est pas tiède. Le droit, c'est un peu subversif. J'aimais bien quand M. Calvart disait tout à l'heure voilà, pourquoi est-ce que les CVS ne pourraient pas un peu décider là bon, alors là, bon, mais oui, bah ouais, mais enfin, si le droit ne déstabilise pas un peu, un CVS qui fonctionne tout peinard, méfiance, hein. Voilà. S'il n'y a pas un peu voilà, un CVS qui n'est pas un peu remuant, voilà, je ne sais pas, puisque nous avions un représentant d'Inter-CVS 59 ce qu'il en pense, mais voilà, un CVS c'est aussi là pour mettre un peu d'animation. Donc le droit, ça n'est pas non plus tiède. Troisième chose, le droit, ça aussi il faut bien le comprendre, et c'était très bien dit par Madame Mars quand elle prenait l'exemple du référent parcours de santé de vieille création d'AFM Téléthon. Le droit, ça s'accompagne. L'autodétermination, c'est pas débrouille-toi. On entend beaucoup ça, hein, des gens qui d'ailleurs disent voilà, on vous jette dans la piscine d'eau froide. Bon, pas du tout. Je le disais ce matin d'ailleurs, l'autodétermination, c'est parfaitement compatible, et c'est même plus que parfaitement compatible. Ça doit se combiner avec la protection. L'autodétermination, ça se vit dans une relation. J'ai une amie que certains d'entre vous connaissent sûrement parce qu'elle est assez célèbre, elle est connue, elle s'appelle Noémie Nolot, elle siège au Conseil consultatif national de CCNE, d'éthique. Elle dit l'autodétermination, c'est je choisis et je me fais aider. Voilà. Hein. L'autodétermination, ça se vit dans la relation, ça veut dire avoir plus de droits, plus de choix et me faire plus aider. Et c'est pour ça d'ailleurs que le débat autour de la désinstitutionnalisation, il est très mal posé. Parce que plus je vais avoir des droits et plus je vais avoir besoin d'être aidé. Les deux vont ensemble. Hein? Donc voilà. Alors en revanche, c'est une institution qui doit fonctionner autrement. Et donc je terminerai en disant que sur ce fonctionner autrement, c'est ce que disait ce matin en fin de matinée, la devise de l'École royale du génie là, de Charleville-Mézières. Essayons.
Je fais partie des plus vieux de la salle, on ne va pas se compter, hein, mais je pense quand même, je dois plutôt faire tirer la moyenne d'âge vers le haut. La journée qu'on a eue aujourd'hui, avec les thèmes tels qu'ils ont été traités, tels qu'ils ont été très bien animés, merci à notre animatrice, il y a 40 ans, elle était inenvisageable. Je peux vous le dire. Je ne vais pas dire que vous n'étiez peut-être pas tous nés, mais enfin, moi j'étais né, j'étais même déjà en fonction. On n'aurait jamais imaginé une journée comme ça. Il y a 20 ans, elle était audacieuse. Audacieuse. Aujourd'hui, elle traduit, en tout cas, voilà, à ce que j'ai pu entendre, à vos réactions, ce qui est communément porté. Bon. Bon, c'est bien, ça avance, mais pas rapide, hein. Et puis moi, dans 20 ans, je serai peut-être encore là, mais dans 40 ans, je ne serai plus là. Je commence à être un peu impatient. Je commence à trépigner un peu, là. Je trouve que s'il faut attendre 40 ans pour qu'il se passe ce qui s'est passé depuis 40 ans, je ne serai plus là pour le voir et ça me fait un peu de peine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver qui est maintenant... Ben, voilà, les vieux sont impatients, c'est comme ça. Qui est un vrai effet de levier, quoi, que ça bouge. Et je pense que parmi les choses qui ont un vrai effet de levier, on en a eu quelques traces dans la journée. Et je voudrais en reprendre quelques-unes pour conclure. C'est ces choses qui déstabilisent un peu. Ce qui est dit sur l'emploi accompagné, hein, de M. Hoth qui en parlait tout à l'heure. Voilà. L'emploi accompagné. On va dans l'entreprise. Le médico-social va dans l'entreprise. Ce qui est dit sur l'habitat inclusif. Mme Léonard qui en donnait les exemples tout à l'heure. Le logement. On va habiter au milieu de tout le monde. Tout ce qui a été dit sur les CVS, c'est la démocratie en établissement. C'est super important d'avoir des CVS qui travaillent vraiment. Ce qui a été dit sur la paire aidance, santé paire, la parole directe, EPOP, voilà. On a quelques traces comme ça, et je crois qu'aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est d'investir massivement là-dessus. Au fond, un des grands enjeux, et je terminerai vraiment là-dessus, c'est de faire en sorte que le médico-social, le champ médico-social qui nous rassemble, ce ne soit pas le lieu, je vais redire des choses que j'ai dites ce matin, mais avec d'autres mots, ce n'est pas le lieu vers lequel on se dirige quand certaines choses ne sont plus possibles. C'est le lieu qui doit permettre de rendre des choses possibles. Voilà. Donc faisons du champ médico-social des lieux où on peut rendre les choses possibles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Denis Piveteau, s'il vous plaît. Un grand applaudissement pour notre grand témoin, auteur de nombreux rapports, qui a joué ce rôle magnifiquement de fil conducteur, fil rouge, témoin de cette journée régionale des usagers. Je vais demander à Guillaume Alexandre de nous rejoindre comme il souhaite, soit avec nous au pupitre, avec nous, voilà, pour également quelques mots de conclusion de votre part. Nous vous écoutons. Bien compliqué de prendre la parole après Denis Piveteau, mais bon, c'était couru d'avance, donc je ne suis pas étonné. Simplement remercier Christine d'abord de cette initiative et d'avoir choisi le médico-social pour partenaire afin d'ouvrir et clôturer cette journée. J'ai envie de parler un petit peu du médico-social parce que en tant que président de CSMS, c'est un peu mon rôle. Et simplement pour dire que, ben oui, il a été le fil rouge aux côtés de l'usager de tout ce qui s'y est dit. Et d'une certaine manière, si nous avons vu aujourd'hui des expériences qui vous ont plu, et je pense qu'elles vous ont plu parce qu'elles étaient plaisantes, pas simplement pour un plaisir vain, mais parce qu'elles étaient surtout constructives pour les personnes dont elles s'occupaient, eh bien, c'est une démonstration qu'il n'y a pas d'impossibilité pour le médico-social que de s'adapter. Celui-ci écoute, il vit, je vous l'avais dit ce matin, c'est peut-être même son essence que d'écouter et de s'adapter. Ce qui va faire la différence, peut-être, c'est où en sont les moyens. Je suis désolé de clôturer la journée par cela, mais dans tout ce que vous avez vu, il y a des moyens supplémentaires qui ont été mis. Il y a un peu le sentiment qui traîne en ce moment, que de belles expériences sont effectivement financées, qu'elles aboutissent à des résultats que chacun trouve probants, mais que malheureusement, eh bien, ça n'a pas vocation à pouvoir être généralisé, parce que quelque part, les moyens manquent. Alors, certes, le médico-social a à se réformer, et là-dessus, je pense que les personnes de bonne volonté sont là, et vous nous trouverez à la rencontre
dans ce croisement des chemins qui est celui du chemin du médico-social en train de se réformer et celui de l'usager, mais que nous pourrons poursuivre ensemble ce chemin que si nous avons les moyens de pouvoir y parvenir. Donc le souhait que j'ai pour le médico-social, c'est qu'il écoute, qu'il entende, qu'il se transforme, mais qu'on l'écoute aussi sur ce qui lui est nécessaire pour se transformer. Je vous remercie. Merci beaucoup Guillaume Alexandre. Je vais demander à Christine Trèbes de nous rejoindre. Venez, on va se mettre ici. Voici. Et tenez le micro. Merci, Monsieur Pifto, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes connu par, en tout cas, des acteurs du médico-social, et je ne veux pas répéter ce que Guillaume a dit, mais aussi par les acteurs associatifs, des associations de personnes en situation de handicap, pour un défenseur de l'égalité des chances des personnes. Et je pense, en étant président de la commission spécialisée droits des usagers, pour nous, c'était important d'avoir pour nous aujourd'hui un témoin qui connaît toutes les sphères de notre microcosme, qui est un grand, mais qui est quand même un microcosme quand on parle de la dépendance et du handicap. Aujourd'hui, cette journée, et Guillaume, merci, parce que je sais que ce n'était pas facile pour la commission médico-sociale de faire ou de préparer, d'organiser ensemble une journée avec une approche par l'usager et pas par le médico-social pur, c'est-à-dire l'établissement et les services. C'est-à-dire, on vous a demandé, et en gros, on vous a demandé quelque chose qui est naturel, logiquement, chez vous, c'est-à-dire on s'occupe des personnes pour lesquelles on est formé, lesquels on accompagne et on en accueille. Sauf que quand on est sur une construction d'une journée, on se dit oui, alors il y a ça, bon, il y a les médicaux, il y a tel établissement, il y a ça. C'est très, je comprends que c'était pas forcément évident. Et c'est pour ça que je tenais à remercier la commission spécialisée médico-sociale et en même temps les membres de la commission de droits des usagers. Mes chers amis qui font ça et qui m'accompagnent depuis beaucoup d'années à l'organisation Téléson de cette année. J'espère que, et je crois aujourd'hui, on n'a jamais vu autant d'usagers. Pourtant, la santé devrait parler à tout le monde, mais aujourd'hui, je crois, si on voudrait faire les comptes, et je ne veux pas le faire, parce qu'on est tous des citoyens, on a tous un droit d'être là, et indépendamment si on est résident dans un établissement, si on est un professionnel, si on est une infirmière, tout à l'heure, ce matin, on avait une infirmière qui parlait, ou de quelle profession il s'agit. En tout cas, je tenais à vous remercier tous, aussi Kaltou, pour ton animation, et surtout aussi les directions d'offres médico-sociales et de la démocratie sanitaire de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France qui nous accompagnent, ou qui nous ont accompagnés, la démocratie sanitaire habituellement dans ma commission, mais aussi la direction du offre médico-social en soutenance de la commission spécialisée médico-sociale. Et si aujourd'hui on a fait comprendre à peut-être un certain nombre d'usagers que quand un professionnel dit « je suis désolé, ce n'est pas possible », que c'est peut-être pas possible. Et ce n'est pas possible parce qu'il n'en a pas envie. C'est peut-être aussi parce que tout simplement, la réglementation comme elle est aujourd'hui ne facilite pas le travail. Je pense qu'il faut aussi le reconnaître que nos professionnels, comme dans le milieu de l'hôpital, sont sous tension, et nous le reconnaissons. Et je te remercie, tu m'as dit, tu ne veux pas que tu revendiques, mais il faut le dire. Voilà. Aujourd'hui, les personnes qui sont accompagnées par le secteur médico-social s'en aperçoivent eux-mêmes. Et c'est avec beaucoup de
patience, beaucoup d'esprit professionnel, que les personnes sont accompagnées, peut-être pas dans la bonne manière toujours, mais on peut toujours améliorer les choses. Et je pense que la transformation va peut-être aider un certain nombre de personnes aussi de comprendre qu'on peut vivre aussi dans un établissement et être dans la société. Ce n'est pas parce qu'on est dans un établissement qu'on n'est pas un citoyen. Avec tous ses pouvoirs et tous ses moyens, mais il faut les lui donner, M. Pouveté, vous l'avez dit tout à l'heure. L'autodétermination aussi, et aussi de savoir ce que je veux et de trouver après l'aide et de demander l'aide qu'il me faut pour que je puisse réaliser mes choix dans toute la difficulté et avec éventuellement toutes les restrictions qui peuvent se poser aujourd'hui dans notre société. Et que nous avons aujourd'hui, je pense la loi 2005 pour moi a amené une chose, que on parle à nouveau, on reconnaît l'utilité sociétale des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes presque à 20 ans, nous avons une première génération d'enfants qui va rentrer, qui va faire des études, qui va peut-être rentrer dans la vie professionnelle parce qu'il a pu faire sa scolarité, parce qu'ils ont pu faire leur scolarité d'une manière vraiment ouverte et plus facilitante que ça a été peut-être depuis la loi 75. Et cette transformation, cette maintien à domicile des personnes dépendantes, âgées, handicapées, qu'on leur permet d'être reconnus, rester à leur domicile. Je pense que ça va être les grands chantiers de ces prochaines années. Même si je pense, toute personne, et surtout quand on parle d'autodétermination, doit avoir le choix de vivre là où il le souhaite. Dans un établissement, parce qu'il est seul, parce qu'il veut avoir la sécurité, parce qu'il veut avoir un accompagnement plus étayé que quelqu'un qui reste à domicile, où c'est quand même beaucoup plus complexe ou moins complexe, ça dépend de ce qu'on souhaite ou parce que les parents sont là. Mais je pense au moment où on respecte le choix de la personne et la personne, elle devient un citoyen en part entière. Je vous remercie aujourd'hui pour cette journée intéressante, pour votre écoute. Et je vous annonce que l'année prochaine, notre journée droit des usagers se fera le 26 avril, parce qu'on est juste pour le 18, ça n'ira pas, parce qu'on est en vacances scolaires dans notre zone, ça sera le 26 avril. Mais cette fois-ci, comme l'année dernière, sur Amiens. Je vous remercie et vous souhaite un bon retour et on reste à votre disposition. Merci. Voilà, c'est noté, le 26 avril 2025, la journée des usagers, la 9e à Amiens. Merci infiniment d'être restés jusqu'au bout, à vous toutes et tous pour ce moment. Merci à tous nos intervenants et si vous me le permettez, un merci plus particulier à Benjamin, Tony, Carole et Cécilia. Vous comprenez pourquoi. Merci à vous.